Ça, c'est le truc. Hein? C'est rebranding, là. C'est pas facile, ça. C'est un désastre pour la plupart des artistes qui essayent de changer de voix à mi-chemin, là. Salut, ici Dominique Tardif. J'ai 34 ans, je suis journaliste et j'aime le rock'n'roll. S'il y a un seul artiste que j'aurais vraiment aimé interviewer, c'est Jerry Boulet, qui nous quittait il y a 30 ans, alors que moi, j'avais à peine 4 ans. Voilà pourquoi je m'engage aujourd'hui dans une quête, celle d'aller au plus près du vrai Jerry, en jasant avec ceux et celles qui l'ont connu et qui l'ont aimé. Je suis sûr qu'ils vont me raconter un Jerry différent de celui qui a fini par être avalé par son mythe. Ça se peut même qu'en chemin, on le déconstruise un peu, ce mythe-là. Mais peu importe, Jerry Boulet, animal musical, c'est une célébration de la vie et de l'œuvre de notre plus grand rocker, une aventure qui laissera assurément sur mon cœur de pierre une ou deux égratignures. Dans ce 4e et dernier épisode de Jerry Boulet, Animal musical, on accompagne notre rocker dans les derniers moments de sa vie. Après des années de galères, de spectacles dans des lieux louches, de tournées du vaste Québec et d'innombrables changements de personnel, après des années de persévérance et de générosité, l'aventure Offenbach tire à sa fin. Suffit de consulter les pochettes des derniers disques du groupe pour constater le détachement de plus en plus marqué de Jerry. Sur Rockorama, leur ultime album lancé en 1985, il signe aucune des musiques. Jerry a même amorcé une carrière en solo en 1984 avec son premier album, Presque 40 ans de blues, un disque moins mauvais qu'on le dit, mais pas si inspiré que ça non plus. Un disque sur lequel d'ailleurs tous les membres d'Offenbach figurent, à part John McGail, ce qui permet de deviner une certaine distance entre les deux principaux pôles créatifs d'Offenbach. Après un spectacle d'adieu triomphal au Forum de Montréal le 1er novembre 1985, Jerry doit entreprendre de se réinventer et Breen LeBeuf est aux premières loges de cette métamorphose parce que même s'il a accepté un contrat pour jouer de la basse au sein du groupe de tournée de Céline Dion, il n'était pas question qu'il laisse tomber son vieux chum. C'est vrai que les derniers albums de Offenbach, on dirait qu'il y a peut-être un peu un manque de focus. Même chose pour... Une redondance aussi. Oui, puis même chose pour le premier album en solo de Jerry. Puis là, soudainement, il fait Rendez-vous doux, puis tout se met en place. Comment est-ce qu'il a trouvé l'énergie pour la lucidité pour soudainement sortir de ça puis faire l'album? Mais magie. La magie de Traversion. Ce style de magie-là, c'est réimposé sur Jerry. La maladie faisait partie de ça. Je me rappelle, on est allé, moi et Claire, manger avec lui et François chez lui, et il m'a présenté le projet. Ça, c'est ma cassette qu'il m'a donnée ce soir-là. C'est la vraie affaire des Shredder avec Jerry qui fait du tralala sur les mélodies et des arrangements merveilleux de Richard Leduc qui l'aidait à trouver une autre expression musicale qui fitait quand même avec lui. Ça, c'est le truc. Hein? C'est rebranding, là. C'est pas facile, ça. C'est un désastre pour la plupart des artistes qui essayent de changer de voix à mi-chemin, là. Des fois, c'est impossible. Les gens, une fois qu'ils ont une idée dans la tête, là, ils gardent ça. Mais quand il m'a approché pour ça, j'ai entendu musicalement où il s'en allait avec des affaires comme La Femme d'or, puis Pour une dernière fois. Puis je me suis dit, il y a de la magie ici, là. Quand j'ai entendu Les Yeux du cœur, je l'ai joué le lendemain pour Mego. Dans le char, on s'en allait à un show ensemble. Puis j'ai dit, ça, là, ça va marcher. Les gens, ils vont aimer ça. C'est trop beau. Tu sais? C'est trop réussi. Ouais. Mélodie, texte, ensemble, right on. Parfait. Ça fait que quand tu t'entends des éléments comme ça, là, tu fais « All right, on a trouvé la 5e vitesse. C'est cool. » J'embarque-tu? Ben oui, j'embarque. Et j'avais dit aussi à Jerry que quand il faisait son projet solo, s'il avait besoin de moi, j'étais là. Et pour moi, quand je dis ça, surtout à un ami, mais n'importe qui, si je te dis ça, ça va être dans le même bag. Je vais être là. Si ça me coûte de l'argent, c'est pas grave. Pendant la tournée Rendez-vous doux, j'ai envoyé un sub sur Céline Dion. Parce que tu tournais... Pour jouer pour moins d'argent avec Jerry. Pendant la tournée Rendez-vous doux, tu jouais en même temps avec Céline Dion. Oui. Les deux tournées en même temps. Et j'étais chanceux, ça a juste rentré en collision 4-5 fois.
quand j'étais pas là, il pouvait pas faire mes blues pass dans pot, ce qui était un des clous du show. Tu le fais en duo avec Céline. Oui, puis tu sais, ça changeait bien des affaires. Mais... Comment René, il prenait ça que tu envoies un Ces substitut? gens-là étaient merveilleux avec moi. Il aurait dû me crisser dehors de son band bien avant ça. J'étais pas en shape, là. À cette époque-là, c'était avant que j'arrête de boire, là. Puis j'ai arrêté pour une raison, là. Parce que ça prenait beaucoup de place dans ma vie. Tu sais, je veillais, là. Je passais des nuits blanches à sniffer puis à boire. Ça fait que le lendemain, là, le show était drôlement drôle. Parce qu'on sait que la cocaïne fait une voix. Là. Oh, la voix! Ouais. Oh, ça chantait bien pendant à peu près 3 mesures, puis après ça, c'était fini. Ouais. Game over. Comme le dit Breen, c'est vrai que Les Yeux du cœur, un des nombreux hits tirés de Rendez-vous doux, c'est une belle, une grande chanson. Mais le symbole que représentait ce premier duo entre Jerry et Marjo aurait pas été aussi puissant si on n'avait pas suspecté un minimum de tension entre notre plus grand rocker et notre plus grande rockeuse. Disons que c'est difficile de s'imaginer que Jerry voyait Corbeau d'un bon œil, alors que ce groupe-là avait été fondé par son frère ennemi, Pierre Harel, avec 2 anciens Offenbach, Willie et Wezo. Corbeau était une création où Harel était le chef de pupitre, mais ça n'a pas marché avec Harel en avant. Comme, tu sais, souvent, là, quand c'est lui qui frontait, ben ça marchait plus ou moins et ça prenait un autre chanteur, souvent, avant que ça décolle. Comme avec Offenbach, d'ailleurs. Mais il était la force créatrice là-dedans. Puis la guerre entre lui et Jerry, là, ça continuait. Puis un autre band rock. Puis un autre band rock qui est pris au sérieux. OK? Parce qu'il y avait des hits. Oui. Là, Jerry, comme je te disais, ou bien t'es dans sa gang ou tu l'es pas. T'sais, ça fait que lui, on n'en parle pas d'eux autres. On n'en parlait pas de ça. Donc, au tournant des années 70 et 80, fallait pas parler de Corbeau devant Jerry, mais qu'est-ce que Jerry pensait de Marjo? Si on se fie à la biographie de Jerry signée Mario Roy, il en pensait pas beaucoup de bien. Pierre Harel, lui, a bien connu les 2 artistes et il y avait évidemment un éclairage sans équivoque à offrir sur leur relation. Marjo et Jerry, avant leur duo sur Rendez-vous doux, est-ce qu'ils s'entendaient bien? Ah, pas pantoute. Jerry était prêt de dame. Puis même encore après, il n'aimait pas pantoute. Même Johnny. Johnny Offenbach n'aimait pas Corbeau. Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'était une rivalité? Ben, c'est sûr. C'était une énorme rivalité, en plus. Autant Offenbach était stiff, autant Corbeau était qui surfait sa vague. Bon, c'est beau de demander à ceux qui côtoyaient Jerry et Marjo si les 2 s'entendaient bien ou pas, mais il n'y a rien de tel que d'aller à la source. C'est pour cette raison-là que j'ai donné rendez-vous à nul autre que la légendaire Marjo au bistrot à Jojo, un bar auquel est associé au point où on l'a souvent rebaptisé le bistrot à Marjo. On est présentement au 1627 Saint-Denis. Qu'est-ce qui se passe au 1627 Saint-Denis? C'est le bar, spectacle, le bistrot à Jojo, mythique bar de blues à Montréal. Un des derniers survivants de tous ces bars de blues qu'on trouvait jadis sur la rue Saint-Denis. On attend Marjo, qui a accepté de venir nous rencontrer ici parce que c'est, semble-t-il, ici que Jerry lui a fait la grande demande. Non pas une demande en mariage, mais une demande à chanter en duo avec lui, Les Yeux du cœur. Comme vous l'entendez, je m'amusais à jouer au reporter terrain pendant qu'on attendait Marjo au bistrot à Jojo. On en a profité pour se recueillir pendant un instant, Bastien, la barmaid Marilyn et moi, devant une vitrine sous laquelle sont exposés plusieurs objets précieux. Puis c'est en plein pendant qu'on s'émerveillait de tant de beauté que Marjo a fait son apparition flamboyante. C'est vraiment la plus superbe des vitrines, je pense, qu'on trouve
ici au bistrot à Jojo. Magdeleine, est-ce que tu es d'accord que c'est la plus belle vitrine, celle de Marjo? Ah, définitivement. Oui. Elle est magnifique. Qu'est-ce qu'on trouve? Peux-tu nous dire ce qui se trouve dans cette vitrine-là? J'imagine que c'est un costume de scène avec un manteau de cuir, une jupe, une image de Marjo sur scène et puis un trophée. Et la voici qui arrive sur les entrefaits. Même avec son masque, même par une très humide journée de juillet, même si elle a aujourd'hui 67 ans, faut que j'avoue que Marjo est encore pas mal pétard. Et qu'elle ne manque vraiment pas d'énergie. C'est notre bureau. Corbeau. Salut! On n'a pas le droit de se toucher. Hein? On n'a pas le droit de... Il y a au bistrot à Jojo plusieurs vitrines dans lesquelles sont exposés des objets qui ont appartenu à des rockers québécois célèbres. Mais je suis pas mal sûr que Marjo est la seule qui vient parfois piger, comme si c'était un garde-robe, dans sa propre vitrine. Ouais. Tu te souviens, le Félix qui se trouve dans la vitrine, tu l'avais remporté pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Je ne sais pas. Faudrait Casser la vitrine. Casse-la! Ah ouais, go! J'avais mis des souliers à talons hauts, puis j'en avais eu de besoin, je t'ai amené chercher. T'avais mis des souliers à talons hauts dans la vitrine, t'as dit, je les reprends. J'en ai de besoin. Petit coup de coude. Coup de coude? Bon, ça va? Ça va bien, toi? Ça fait longtemps que je suis pas venu ici, hein? Celui que vous entendez, c'est Danny Cyr, le propriétaire du bistrot à Jojo. Danny a passé toute l'entrevue à tenter de trouver la clé qui lui permettrait de déverrouiller la vitrine sans succès. On voulait savoir pour quelle catégorie Marjo avait reçu le Félix qui est exposé, et Marjo, elle s'en souvenait pas. Danny a fini par nous texter quelques jours plus tard avec une photo du dessous du trophée. Conclusion, c'est le Félix de la chanson de l'année qui avait été décerné à Marjo en 1991. Pour quelle chanson? Je sais. On s'installe comme soir! Il était seulement 2h de l'après-midi, mais j'allais quand même pas dire non à un petit verre avec Marjo. Pas de la grosse bière, non. Plutôt un spritz, gentiment préparé par Marilyn. Tout était enfin réuni pour que je pose à Marjo la grosse question. La rivalité entre Corbeau et Offenbach, je sais que Jerry, à l'époque, on lui parlait constamment de ça en entrevue, puis il disait il n'y a pas de rivalité, mais il y en avait une. Pas Marjo. Non? C'était plutôt... Je pense qu'ils se sont laissés sur un mauvais terme. Mm-hmm. Parce que moi, j'essaie de pas écouter, mais mes oreilles étaient ouvertes quand même. Et ça se disait des choses... surtout leur voyage qu'ils ont fait en France. Là, quand ils sont allés enregistrer le film Tabarnak. Ça se lançait des couteaux. C'était pas beau. Non, je pense qu'ils se sont laissés en très mauvais termes, ce qui a fait que c'était pas de toute beauté quand ça s'est terminé. Mais moi, j'en avais pas. Ça va, écoute, moi, j'étais la petite jeune qui arrivait, là. Malgré mes 26 ans, je suis rentrée tard en musique, moi. Tu sais, je fais des petites revues musicales au début, à 22 ans, mais Corbeau, j'avais 26, j'étais assumée. Mais non, ça me regardait pas, ça. C'était entre eux. Dans la biographie de Mario Roy, qui se trouve juste à côté d'ici, biographie de Jerry Boulet, signée Mario Roy, il raconte qu'à un certain moment, t'entres dans un bar qui s'appelle Le Script. Le Script? C'est où ça? Je sais pas, il précise pas c'est où. Puis Jerry Boulet se trouve là en compagnie de Vic Vaugal, en train de boire de la bière. OK. Puis là, semble-t-il que vous auriez eu un combat d'épithètes. Vous seriez lancé des bêtises par la tête, Jerry et toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Ben non. Ah, ben ouais. Ben non, mais des niaiseries de même, tu vas en entendre plein. Moi, c'est comme quand j'ai vu le film là, de Nathalie Petrovski, comment est-ce qu'elle a montré Marjo, puis la rencontre avec Jerry. Mais c'est pas ça du tout, là. C'est autre chose, là. C'est que le monde, ils défont les histoires. Non. J'avoue que j'étais un peu étonné de la réponse de Marjo. En même temps, avec tout l'alcool qui se buvait, toutes les drogues qui se consommaient à l'époque, avec toutes les années qui se sont écoulées depuis, disons que c'est normal que les versions varient d'une personne à l'autre. En tout cas, j'étais certainement pas pour obstiner Marjo. Marjo n'aurait donc rencontré Jerry qu'à très peu d'occasions, qui se comptent sur les doigts d'une main. Et c'est la première de ces rencontres qui demeure la plus mémorable. C'est tellement beau! Ça, c'est cinématographique. Ça, c'est beau. Je suis ici, il est tard, le concierge est en train de mettre les chaises sur les tables pour passer la vadrouille ou la mop, je sais pas quoi. Mais je suis là, puis il est tard. Jean est parti jouer avec Jim Zeller, puis je suis à 2 minutes d'ici. Fait que c'est ma place, c'est le bistrot à Jojo. Et d'ailleurs, beaucoup de monde pense que c'est le bistrot à Marjo. T'entends ça souvent, mais c'est pas moi. Bon, je continue. Je suis là, je placote avec mon ami Botrel.
Botrel, c'est Marc Botrel, ancien propriétaire du bistrot à Jojo. Un coup, qui c'est qu'on ne pas rentrer? Il est tard, là. Il est dépassé peut-être 3 heures du matin, 3 heures moins quart, je sais pas. Jerry qui descend et marche. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça se fait qu'il sait que je suis ici? C'est spécial. Puis là, on apprend qu'il sort de studio. On est en 88, là. Puis c'est l'été. Il arrive, puis il donne sa cassette à Marc Botrel. Il dit, tiens, joue ça. C'est un rough mix de Les Yeux du cœur. Mais je me souviens pas si sa voix est déjà dessus. Mais en tout cas, il me dit, viens, Marjo, on va la danser ensemble, on va te la chanter à l'oreille. Il n'y a plus de chaise nulle part. C'est toutes ces tables, là. C'est tout propre. Et puis, on danse ensemble. Et puis, il me la chante à l'oreille. Ça, c'est cinématographique, là. C'est beau. Je la vois à la scène, moi, c'est beau. Et il me dit, veux-tu la chanter avec moi sur l'album? Mais je vais dire non encore. Hein? J'ai dit oui, c'est sûr. Comme une demande en mariage. Voilà. Est-ce que tu l'avais rencontré souvent à ce moment-là? Non, Jerry, je l'ai jamais vu. C'est la première fois. Jerry, j'ai vu 3 fois. Ici, dans l'échange de Les Yeux du cœur, qu'on a dansé ensemble. 2, la promotion avec Plume la Traverse. Il y a des photos qui relatent ça. À la disque? 3, la disque. Okay. C'est tout. Puis quand vous avez enregistré la chanson en studio? Mais il était pas là. Il était pas là? Non, quand je suis allé faire ma voix, non, il était pas là. Okay. Parce que Jerry, moi, je suis allé l'après-midi. Je pense qu'il vit de nuit. Il vivait de nuit. Il paraît que Jerry avait longtemps tenté de te convaincre d'enregistrer Les Yeux du cœur avec lui, qui était passé par tous les canaux officiels et moins officiels, puis que c'est en désespoir de cause qu'il s'est dit, Marjo, elle doit être au bistrot à Jojo. Il savait que tu te tenais beaucoup ici, puis qu'il s'est présenté ici avec sa cassette dans l'espoir de trouver, et c'est ce qui est arrivé. Mais on avait des amis en commun par la drogue, là, la cocaïne. J'ai pas peur d'en parler, c'était ça la vie dans ce temps-là. On avait des amis en commun. Probablement que ces gars-là, ils ont dû dire, ben Marjo est au bistrot. Fait qu'il est venu. Là, quand tu dis amis en commun, on parle de dealer, là. Oui. Okay. Oui, ben, parce que c'était commun, ça, dans ce temps-là. C'était incroyable. La drogue a fait des ravages dans le monde du rock. Je vais pas dire le contraire, mais on pourra quand même se rappeler qu'elle aura contribué à ce qu'un duo entre Jerry et Marjo puisse exister. Mais pourquoi est-ce que Jerry tenait à ce point-là à ce que Marjo chante avec lui? Retournons à Trois-Rivières, chez Breen Leboeuf, qui avait quelques hypothèses, de très belles hypothèses, à me proposer. Pourquoi est-ce que Jerry voulait à ce point-là que Marjo chante Les Yeux du cœur avec lui? Là, tu me poses une question pour laquelle je n'ai pas de réponse, mais je pense que l'instinct était, comme souvent avec Jerry, c'était right on. Oui. C'était merveilleux. Et je pense que j'ose fantasmer que lui, il voulait peut-être mettre les pendules à l'heure, là, de dire, garde, le passé, c'est le passé, le présent, c'est le présent. Là, on est tous les deux à la service d'une chanson ensemble, puis on aime ça. C'est ça qui compte. Je pense que c'était un moment très lucide pour lui. Même s'il était dans une grande bataille avec l'alcoolisme, lui aussi. Hein. Mais il buvait trop. Au point que ça affectait sa vie personnelle et sa vie artistique. Des fois, il n'était pas capable. Ça fait que, même dans ces périodes-là, il y avait ces moments où il était vraiment right on. C'est right on. Si Offenbach et Corbeau ont facilement pu être dépeints comme des rivaux, c'est évidemment parce qu'il y avait beaucoup en commun. Aujourd'hui, dans l'imaginaire populaire, Jerry et Marjo sont tous les deux indissociables. Ils sont les deux les grandes figures du rock québécois. Mais aux yeux de Marjo, qu'est-ce qu'elle avait en commun avec Jerry? On était à peu près à la moitié de notre spritz quand je lui ai posé cette question-ci. Qu'est-ce que vous aviez en commun, Jerry et toi? Vous êtes les deux figures du rock québécois. On vient tous les deux de Pierre Harel, hein? Pierre a dû voir quelque chose dans Jerry, la même chose chez Marjo. Peut-être le côté féminin. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais vous aviez ça en commun, Jerry et toi, un souci de bien faire entendre le texte que vous chantez. Ça, c'est Michel Lamotte. C'est Willie. Bassiste qui disait, d'Offenbach le bassiste d'Offenbach et de Corbeau. Quand je suis rentré dans Corbeau, Willie me disait, Marjo, faut tout comprendre ce que tu chantes. Prononce. Juste, lui, ça doit venir de son père. Willie. Fait que tac, tac, tac.
Puis on me le dit souvent, Marjo, toi, c'est le fun, on entend tout ce que tu dis. Et c'est un fait, mais ça, c'est grâce à Michel Lamotte. Oui, c'est un souci, un beau souci. C'est beau, les mots, quand c'est bien prononcé puis bien rendu, là. Vraiment. Surtout quand on a pris soin d'écrire des bons textes comme les tiens puis comme ceux que Jerry choisissait. Moi, je sais pas si j'ai écrit des bons textes, mais je pense que j'ai fait de mon mieux. Non, mais gars, je suis une novice. Mais j'ai été aidée de Pierre, j'ai été aidée de Jean Miller, j'ai été beaucoup aidée. Même si la collaboration entre Marjo et Jerry s'est interrompue brutalement lors de sa mort, Marjo continue encore aujourd'hui de chanter Les Yeux du cœur avec le fils de Jerry, Justin, qui garde vivant le catalogue de son père sur scène. Marjo accepte même parfois de se mesurer à d'autres chansons du répertoire de Jerry, mais du Jerry, c'est pas toujours facile à se mettre en bouche. J'avais l'impression que quand je chantais les tunes de Jerry, mais j'adoptais son parler. Tu sais, c'était particulier, lui, hein? Puis je chantais pareil. Je dis, ben non, là, ils vont dire, elle chante comme Jerry. Puis je voulais pas ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, bon. Ma préférée, ça serait quoi sur Rendez-vous d'eau? Ben, un grand bateau. Un beau grand bateau. Un beau grand bateau, voilà, c'est le titre. Puis j'ai fait, OK, Justin, on va faire celle-là. Elle, là, madame... Denise Boucher. Faudrait que... Parce que c'est un texte de poétesse, c'est pas un texte à chanson, mais vrai. C'est loin de la chanson. Mais c'est une belle chanson, mais... Oui, grand texte. Un beau grand bateau, texte de poétesse. C'est amusant que Marjo dise ça, parce que celle qui a écrit Un beau grand bateau s'est elle-même demandé si ce qu'elle avait créé, c'était un poème ou un texte de chanson. Un jour, j'avais écrit ce qui était, je ne savais pas, ou un poème ou une chanson. À ce moment-là, je faisais pas la différence. Maintenant, je sais que les bonnes chansons, c'est des poèmes. Celle que vous entendez, c'est Denise Boucher, qui a écrit 2 chansons pour l'album Rendez-vous doux, Un beau grand bateau et Angela. Mais la poète, dramaturge, romancière Denise Boucher est d'abord une figure majeure, incontournable de la littérature québécoise. Son œuvre la plus marquante s'intitule Les Fées ont soif, une pièce de théâtre féministe profondément antipatriarcale qui a provoqué un scandale lors de sa création au TNM en 1978. Elle a accepté de m'expliquer ce qu'un rocker rugueux comme Jerry Boulet avait en commun avec une femme aussi savante qu'elle. Elle nous a accueillis dans son élégant appartement au cœur d'Outremont. Bonjour Denise. Comment allez-vous? Ça va bien? On peut monter? On enlève nos souliers ici? Malgré ses 84 ans, Denise demeure une hôte attentionnée. Elle nous a offert à notre arrivée à Bastien et à moi de la bière ou du vin, mais bon, il était seulement 15 heures, puis après mon spritz d'après-midi avec Marjo, je voulais pas prendre des mauvais plis. J'ai décliné la proposition de Denise en lui disant, à la blague, que j'étais peut-être pas assez rocker pour tomber dans la boisson aussitôt. Denise en a vite profité pour déconstruire un cliché. Les rockers, ils ne buvaient pas l'après-midi. Ça, les films montrent ça, mais ils dormaient comme tout le monde, puis ils mangeaient comme tout le monde. Ils prenaient des brosses, mais après les shows, parce qu'il faut être très droit quand tu fais un spectacle. D'autres l'ont déjà dit dans les précédents épisodes, Jerry avait l'œil pour les grands textes, et il va vraiment avoir l'œil avec ce texte de Denise Boucher. J'avais dit à une amie qui était amoureuse de Jerry et que Jerry venait juste chez elle jouer du piano. Il jouait tout le temps. Et il n'allait que chez les filles qui avaient des pianos. C'est beau, hein? Oui. Elle est venue à la maison et j'ai dit, je ne sais pas si c'est une chanson ou un poème. Ce que j'ai écrit, elle l'a regardé puis elle a dit, viens, on va le savoir très vite. Alors, on est parti sur la rue Prince-Arthur, qui était la première rue piétonnière à Montréal.
Et à une table, elle le savait. Il y avait Jerry. Elle me l'a présenté. J'ai dit, je voudrais savoir si c'est une chanson ou un poème, ce que j'ai écrit. Écris ton numéro de téléphone. Je vais t'appeler et je vais te le dire. C'était les beaux grands bateaux. Une demi-heure après, il m'a téléphoné. Il a dit, c'est une chanson. Veux-tu l'entendre? Il me l'a chanté au téléphone. C'est extraordinaire. C'est une rencontre pleine de lumière, pleine de beauté. C'est un grand compositeur. Donc, ça veut dire que ça lui a pris seulement 30 minutes pour écrire la musique de cette grande chanson-là? Oui. Ça a été un coup de cœur. Hein? Ça arrive souvent, les belles choses, les coups de foudre. Tu vois, le génie de Jerry, c'était, il connaissait sa fonction. Sa fonction, c'était d'être un compositeur et un musicien. Il savait qui il était et ce qu'il voulait. C'est très rare. Et il savait qu'il ne pouvait pas écrire. Il aurait pu peut-être, mais c'est pas ça qui l'intéressait. Mais il cherchait tout le temps des textes avec lesquels il pouvait travailler. Il travaillait tout le temps. C'est toujours des choses qu'on ne voit jamais dans les biographies visuelles que l'on fait ou les biographies sonores. On nous montre toujours les musiciens dans un party. Mais on ne peut pas faire de la musique, diriger un orchestre, travailler et donner des spectacles. Si tu ne travailles pas. Le travail n'est jamais reconnu. Et ça fait partie du mépris qu'ont les élites, le mépris qu'ils ont pour les artistes. Est-ce que vous l'avez pas mal fréquenté, Jerry? Oui, il venait beaucoup à la maison. Et il m'intimidait beaucoup. Les génies m'ont toujours intimidé. Et je crois que cet homme est un génie musical. Sa musique va rester. Et il venait à la maison et je ne parlais pas beaucoup avec lui. On gardait silence ensemble, c'était assez merveilleux. Le rocker et la poète, en silence, tous les deux. Ça étonne, et en même temps, après avoir passé quelques heures avec elle, je peux dire que s'il y a une femme avec qui on se sent assez à l'aise pour rester en silence, c'est Denise Boucher. Faudrait pas s'imaginer, par exemple, que Denise Boucher est une femme austère. Elle a enfin un sens de l'humour assez vif et une façon de passer des messages plutôt originales, comme dans le cas de la chanson Angela. C'est une chanson que j'ai écrite parce que mon amoureux, on avait comme voisine Angèle Dubeau. Puis chaque fois qu'il la voyait, il disait « Ah, j'ai vu Angèle. » 10 fois par jour, il allait chez le dépanneur. Alors, j'ai dit « Bon, je vais écrire une chanson avec Angèle. » J'ai fait Angela. Ça m'amusait, tu sais. Vous étiez pas trop jalouse? Non, mais je trouvais ça formidable d'utiliser. C'est un beau nom. Oui. Je l'entendais, alors je l'ai traduit. Elle est fraîche, elle a de la fraîcheur, c'est vrai, hein? Oui. Elle est joyeuse, elle est... Angela, Angela! Je suis sûr que, comme moi, vous serez incapable de ne pas penser à Angèle Dubeau la prochaine fois que vous entendrez cette chanson. Denise Boucher a non seulement collaboré au dernier album de Jerry Boulet, Rendez-vous doux, c'est elle qui signe les textes de son album posthume, Jézabel, une tragédie gospel qui raconte l'histoire d'une reine de Samarie, Jézabel, épouse du roi d'Israël, Achab, des personnages qui ont vécu au 9e siècle avant Jésus-Christ. Dominique, je voulais vous dire quelque chose que j'ai oublié de vous dire à propos de Jerry. Rappelez-moi. Quelques jours après notre visite chez elle, Denise Boucher nous a contactés. Elle avait oublié de nous raconter quelque chose d'important.
Parce qu'avant d'être un disque, Jézabel a été un spectacle dans lequel figurait Jerry Boulet. C'est un des quelques projets auxquels le chanteur s'est prêté entre la fin d'Offenbach et l'enregistrement de Rendez-vous doux. Et c'est pendant qu'ils travaillaient ensemble sur Jézabel que Jerry a appris à son amie Denise le gros caillou que la vie venait de placer sur son chemin. Alors, nous étions à Ottawa, où au Centre national des arts, on jouait Jézabel. Jerry était au piano et la reine Jézabel était jouée par Monique Mercure. Après la représentation, il m'a dit « J'ai mal au ventre. J'ai comme un œuf que je ne peux pas pondre. C'est très douloureux. » Alors je lui ai dit « Écoute, demain, parle-en avec Monique Mercure. Son frère est médecin. Il va t'aider. » Et c'est ainsi qu'on a découvert qu'il avait un cancer de l'intestin. Il a été soigné. Il est resté chez lui au bout de plusieurs mois. Je l'ai appelé un jour pour lui dire « Écoute, Jerry, tu m'avais dit que tu allais enregistrer les chansons de Jézabel. Tu ne l'as pas fait. » Il a dit que je n'avais pas de cœur, qu'il était mourant et qu'il a accroché le téléphone. Mais un quart d'heure après, il m'a téléphoné et il m'a dit « D'accord, je vais le faire. Et je te prends chez vous demain matin à 9h et on entre en studio. J'ai réservé le studio. Et on a enregistré toute la journée. Après, il a dit « Écoute, je me sens bien, je me sens mieux. Si tu veux, on va faire un nouveau disque, on va en faire un autre. Je vais téléphoner à mes amis qui font des chansons. » Et il a mis en branle ce projet extraordinaire qui a été Rendez-vous doux. On était au lancement et il m'a dit, juste comme ça on parlait, puis il a dit « Ah ouais, en passant, on va à l'hôpital demain, on va avoir une petite chirurgie. » J'ai dit « Ah ouais? » Parce que lui, là, il n'était pas un gars qui annonçait toutes ses affaires. C'était un gars assez, tu sais. Ça fait que je dis « Ah ouais, c'est quoi qui se passe? » Il dit « Oh, j'ai une petite affaire qui m'a poussé dans le cul. » Ce que Breen Leboeuf raconte, ça sonne comme le début d'une blague grivoise, mais c'est plutôt les mots que choisit Jerry Boulet, classique Jerry, pour annoncer à son ami un petit problème de santé, un cancer. Il lui glisse ça en 2 gorgées de bière en 1987, au lancement de l'album Les Gitans reviennent toujours de Lucien Francoeur, que Jerry a réalisé et sur lequel Breen joue de la basse. On dit que pour Jerry, cet album-là, c'était comme une séance d'échauffement avant de s'atteler à l'enregistrement de son album à lui, Rendez-vous doux. Il m'a dit ça au lancement de l'album à Francoeur. Il m'avait engagé comme bassman sur un album à Francoeur. Je l'ai fait paniquer un petit peu parce que 2 jours avant qu'on rentre pour faire les tracks, j'ai cassé ma main droite. C'est pas pratique. Oui. Je lui ai dit, une mauvaise nouvelle, j'ai cassé ma main. C'est quelle main? J'ai dit la droite. Il dit, peux-tu jouer? J'ai dit oui. OK, on commence lundi matin. Tu pouvais jouer quand même? Un doigt. J'ai fait faire une plate où j'avais un doigt. J'ai joué tout l'album avec ce doigt-là. Encore une fois, c'est du Jerry typique qui était fidèle à ses amis, mais pour qui c'était la musique avant toute chose, peu importe les blessures. Puis bon, après tout, un doigt c'est bien en masse pour jouer du rock, non? Comment est-ce que tu as reçu ça, d'abord, l'annonce de la maladie de Jerry? Je m'inquiétais. Ça a de l'air avec raison. Mais, il y avait une drôle de façon de parler de ça, comme si c'était rien. Lui, il le prenait comme un épisode de X, Y, Z. Un mauvais moment à passer. Oui, un mauvais moment. Puis après, on a continué à faire des aventures musicales à travers sa maladie, parce qu'il était en émission pendant un petit bout. Mais ça m'a affecté parce que je trouvais qu'on avait
même après Offenbach, on avait une bonne complicité. Il m'appelait pour des shows. Tu sais ce que je veux dire? Il m'appelait pour des sessions. Après sa chirurgie, il m'a demandé de faire partie de son projet à lui, qui était merveilleux. Il a vendu des disques comme ça se peut pas. On avait des affaires à faire. On était jeunes encore. J'avais à peine 40 ans, moi. Lui, il avait 44, peut-être. Puis là, tu sais, je voyais ça comme, attends une minute, là. Faut pas que tu tombes malade, là, parce que il était supposé de réaliser mon album de Villain Aventure. Il a pas pu. Mais ça m'a affecté de ce côté-là, comme mon lien était assez féroce, que je trouvais que je perdais quelque chose d'important, là, tu sais. Puis j'appréciais que lui, il fallait qu'il fasse de son bord ce qui était nécessaire pour lui, parce qu'il était dans une situation précaire. Le parolier Pierre Huet, qui a fondé le magazine satirique Croc, a aussi été troublé par la propension de Jerry à toujours minimiser ce qui lui arrivait de grave et à même parfois ne pas dire la vérité. Jerry, d'abord, est un bon menteur. C'est que, et j'oublierai jamais, un jour, j'étais à Croc et on prépare le numéro 100 de Croc, qui va être farci, il y a 140 quelques pages, et entre autres, on demande à des personnalités connues de nous conter leur joke préféré. Alors, moi, je sors mon petit Rolodex personnel, je connais un tas de gens, donc j'appelle tel, puis tel, puis tel, et j'appelle Jerry. Il me répond, je ne saurais pas l'imiter, mais il me répond quand même, « Tabarnak, Pierre, tu tombes mal, je viens d'apprendre que j'ai le cancer. » T'sais? Donc, j'ai comme l'impression qu'à part Françoise, j'ai peut-être été le premier à l'apprendre avec son médecin. Il arrivait chez le docteur. Donc, il n'avait pas le goût de me conter des jokes. T'sais? Là, j'ai suivi Jerry dans sa maladie, et il était un bon menteur parce que il nous disait que tout était réglé. C'était correct, tout est beau, youpadaido. Dans cet esprit, il m'a donné une belle musique. J'ai écrit un texte dont je suis content. C'était une chanson humoristique. Ça s'appelait « Elle aime juste moi ». C'est une chanson qui disait à peu près « Elle n'aime pas mon linge, elle n'aime pas ma mère, elle n'aime pas mon chien, elle aime juste moi ». C'était un texte le fun, et il l'a pas pris. Et j'ai compris, après, en écoutant, en voyant Rendez-vous doux, qu'il faisait son testament. Et j'ai été, comme on dit, sobé par un dénommé Michel Rivard qui a écrit « Toujours vivant ». Fait que c'est quand même, Jerry, il y a eu un bien meilleur texte comme ça. Mais il y a donc, toujours un autre beau dommage pour nous remplacer. c'est ça, un backup. Alors, si j'avais catché que Jerry me mentait en disant qu'elle allait bien, j'aurais écrit autre chose. Comprends-tu? Je veux dire, il cachait très bien ses malaises, ses symptômes. Et je me souviens, écoute, un moment mémorable aussi pour moi. Il y avait une émission de télé pour Jerry. Je me souviens qu'il y avait Bob Harrison, je me souviens qu'il y avait Marjo. Bon. Et c'était sur l'heure du midi parce que, écoute, j'ai un souvenir marquant. Bob Harrison, il shake comme un bol de jello. Jusqu'à temps de prendre sa première bière. Je me permets de dire ça parce que je pense que Bob aussi est rendu des habitudes plus saines. Donc, on est là. Il nous filme. Puis à un moment donné, il m'a fallu que je parte. Je pense que c'était à l'époque de Croc. Et Jerry était en train de jouer au pool. Et j'étais allé le saluer. Et Jerry Boulet m'a embrassé. Tu sais? Ce qui ne m'est pas arrivé souvent. Et là, peut-être pas dans les 3 secondes qui suivaient parce que j'étais un peu stupéfait. Mais j'ai comme compris qu'il venait de me faire ses adieux. C'est aussi à travers les chansons de Rendez-vous doux que Jerry va faire ses adieux aux Québécois. Et le rocker brut qui pouvait en rebuter certains parvient à convertir plusieurs sceptiques. C'est le cas de mon grand-père Jean-Pierre, par exemple. Mon grand-père, pour qui le rock, c'était la musique du diable, mais qui, pendant son propre face-à-face avec le cancer, va s'accrocher à sa cassette de Rendez-vous doux, s'accrocher à la voix consolatrice et encourageante de Jerry. Rendez-vous doux sera certifié triple platine, 300 000 copies vendues. L'album remporte 3 Félix au Gala de la disque de 1989. Une soirée pendant laquelle Jerry monte sur scène pour ce qui demeurera son seul duo en public avec Marjo. Et, encore une fois, pour apaiser ses angoisses, Jerry doit s'en remettre à ce qu'il connaît trop bien. À la disque, comment ça s'est passé? Il paraît que Jerry est un peu en boisson. Gorlot. Un peu gorlot. Quand on regarde la vidéo aujourd'hui, c'est assez clair. Quand on le sait, on le voit. Ben, peut-être qu'il était à la fin de son cancer, puis il savait où il s'en allait. Fait que il se permettait un peu de tout. On va dire comme ça, poliment. Il t'enlace, mais on a l'impression qu'il s'accroche un peu aussi à toi. À un moment donné, il passe sa main dans mes choux. Oh non. Il va rester jamais dedans. Bon, c'est correct, je le savais. C'est correct. C'est accepté et acceptable. Ça demeure un grand moment, malgré tout. Oh! C'est un grand moment. Mais tu dis, même on descend voir les gens dans la salle, puis moi, je remonte, je perds ma chaussure comme une Cendrillon, là.
C'est trop drôle. C'est beau, c'est vraiment un grand moment. Puis c'était comme une finale. Hein. Après ça, c'était terminé. Hein. Au moment de sa mort, tu m'as l'air très bouleversé. Mais c'est quelque chose. C'est un grand de chez nous qui partait. Y en a-tu eu d'autres? Non, Marjo, je pense pas qu'il y en a eu d'autres comme Jerry Boulet. Entouré de ses proches, le rocker meurt à 44 ans, le 18 juillet 1990. En préparant cette série, on a souvent eu l'impression de marcher dans les traces de Jerry parce qu'il se trouve que les studios de Cube Musique sont situés à quelques coins de rue de là où Jerry a longtemps habité. Les studios de Cube Musique sont situés pas loin du 1294 rue Baudry. C'est devant cette adresse qu'on se trouve présentement et c'est là que Jerry a vécu avec sa fille Julie, avec celle qui va devenir son épouse, Françoise. Alors, avant de s'engager dans le dernier droit de cette série, Bastien et moi, on a eu envie de venir se recueillir devant ce qui était jadis la maison de Jerry Boulet. Et pour une dernière fois, avant de s'en aller, on avait envie de vous faire entendre ses amis, ceux pour qui, même 30 ans après sa mort, Jerry est toujours vivant. Voici d'abord Breen Leboeuf, qui savait évidemment que Jerry allait mal, mais qui s'était pas complètement préparé à la mort de son chum. J'imagine de toute façon que c'est impossible de vraiment se préparer à quelque chose d'aussi tragique. La série sur Sunday, c'était le matin de son décès, c'était le jour de ma fête. Puis j'étais en magasinage, c'était comme 9h30 le matin. J'étais dans un magasin, puis ça passait à la radio, puis il a fallu que je me trouve une chaise pour m'asseoir parce que mes jambes ont lâché. C'était comme... Je ne savais pas que c'était pour m'affecter de même parce qu'on attendait depuis des semaines la nouvelle qu'il avait fini son voyage. Mais la réalité, c'est une autre affaire, hein? La réalité, ça fesse. Est-ce que tu penses qu'il a trouvé une sérénité à la fin, à l'approche de sa mort? Je peux juste l'espérer parce qu'à la fin, moi, je l'ai accompagné pour des prestations quand il était très malade. Il shootait de morphine pendant la journée là, avec son gadget qu'il avait. Là. Il était très malade. Là. Mais des fois, quand on était juste nous deux ensemble, on était comme trois. La mort était là, était présente. Puis on se le voyait dans les yeux. Là. Il le voyait dans mes yeux, moi je le voyais dans ses yeux. Puis qu'est-ce que tu dis en ce temps-là? Il n'y a pas grand-chose à dire. Tu peux juste être là pour le gars. Tu sais. Pour Marjo, pas de doute, l'œuvre de Jerry est là pour rester. Il va toujours rester vivant. Écoute, c'est un personnage, c'est une voix, ce sont des mots, c'est son attitude, les gens l'aimaient. Il y avait un sourire électrique, lui. Jerry, ça peut pas disparaître, c'est impossible. Il y avait un grand charisme. Je crois que oui. Oui. Pas je crois, définitivement, oui. Qu'est-ce que Pierre Huet a en tête lorsqu'il pense à Jerry? Ses chansons? Sa voix? Il y avait une réponse pas mal plus étonnante que ça à m'offrir. Un truc dont on parle pas assez, c'est la beauté de Jerry. Ce gars-là avait des yeux bleus magnifiques. Ses fameux cheveux hirsutes, quand il a su qu'il avait le cancer, sa première question, c'est « Je vais-tu perdre mes cheveux? » Ses éternelles vestes de jeans, son sourire ravageur, c'est ça dont je me souviens. Écoute, être assis avec Jerry sobre, puis ça arrivait quand même, et avec son sourire, son rire gravelleux, si je peux dire, et ses yeux bleus magnifiques. C'est drôle à dire, j'avais pas un kick sur Jerry, là, mais c'est d'abord à ça que je pense. C'est que penser à comment le gars avait un charisme incroyable. Tu sais, je veux dire, c'est un showman. Tu sais, j'ai dit à un moment donné que je trouvais que Rendez-vous tout, c'est un drôle de titre pour un album de Jerry Boulet. Je continue à trouver que c'était un mauvais titre, mais le mot doux est important. Parce qu'il y avait, Jerry, c'était Jekyll et Hyde, et le Jekyll, le doux, était d'une très grande douceur. Avec son enfant, avec sa blonde et autres, tu sais, ses amis, je présume. Donc, en quelque sorte, je suis plutôt content d'avoir plus eu affaire à Jekyll qu'à Mr. Hyde. D'un Pierre à l'autre, revoici le rocker et cinéaste Pierre Harel. Le Jerry, c'était mon ami, c'était mon partner de création. Et oui, malgré toutes les vieilles tensions, malgré toutes les vieilles chicanes,
Pierre a encore une place dans son cœur pour la vieille gang d'Offenbach, dont Michel Ouellet-Lamotte, qui nous quittait en 2019. Et il y a encore aussi une place dans son cœur pour Jerry. Donc tu le considères quand même comme un ami? Absolument, oui. Mais je m'ennuie. Je m'ennuie de nos soirées de jam. Je m'ennuie de Willie. Je m'ennuie de Denis aussi. C'était un méchant drummer, Denis, ça. Oh, tabarouette. Puis il drummait sec, franc. C'était pas un têteux. Pour l'écrivaine Denise Boucher, la mort de Jerry Boulet demeure une grande et inacceptable injustice. Il voyait grand. Et, tu sais, voir grand dans un pays comme le Québec, c'est difficile. Dans un pays qui n'est pas vraiment un pays encore. Oui. Et puis, tu sais, si tu as des ambitions ou tu veux chanter pour des grandes foules ou pour beaucoup de personnes, gagner ta vie, juste gagner ta vie. C'est très difficile au Québec. La dernière fois que je l'ai vu, c'est dans une robe de chambre rouge qui lui donnait de la couleur. On n'a pas parlé. Vous l'avez vécu comment, sa mort prématurée? Prématurée. Parce qu'il commençait à être connu. Et voilà, au beau milieu, c'était la fin. Je n'ai plus eu de compositeur après. Et personne ne m'a demandé non plus d'écrire des chansons. C'est triste, ça. Et c'était comme une sorte de voyage qui finissait. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui lorsque vous entendez un beau grand bateau? Je découvre tout le temps Jerry. Je découvre toujours sa puissance musicale. Toutes les fois que je l'entends, je le trouve encore plus puissant que j'avais pensé. C'est beau. Oui. C'est la force des grandes chansons de se révéler à nouveau, d'une nouvelle manière à chacune des écoutes. Oui. En effet. La puissance. Est-ce que vous accepteriez de nous lire un petit extrait du texte d'un beau grand bateau? Si le silence se craque pour couper les vers en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me souviens de vous. Oui, mon Jerry, c'est bien de ta faute si on se souvient de toi, même si tu te méfiais de l'industrie de la musique, même si le rock t'a longtemps fait la vie dure. Jerry t'a voulu laisser une marque qui, même 30 ans plus tard, semble pas être sous le point de s'effacer. Pour ma part, je termine ma quête avec une meilleure compréhension du rocker, du musicien, du chanteur, de l'homme. Si j'ai tenté d'un peu déconstruire le mythe Jerry Boulet, c'est pas parce que je voulais trouver du lait où il y en a pas. C'est plutôt parce que je pense que c'est en déifiant les grands artistes, en les mettant sur un piédestal, qu'on finit par perdre de vue ce que leurs accomplissements supposent de travail et d'acharnement. On finit aussi peut-être parfois par perdre de vue que ces génies-là portaient leur part de doute, leur part d'ombre. Je termine donc cette quête en mesurant plus que jamais que, même s'il y aura toujours du mystère, du divin dans les grandes chansons, elles sont le fruit de beaucoup de persévérance, d'ambition, de travail, de cœur et de choc des idées. Du choc des idées, il y en a eu beaucoup dans l'histoire d'Offenbach. C'est d'ailleurs ce qui a contribué, selon moi, à en faire un groupe exceptionnel. Il y a une place dans mon cœur de rocker pour tous les anciens Offenbach. Mes hommages au regretté Ouellet, ainsi qu'à ceux qui sont encore là et qui n'ont jamais cessé de jouer de la musique. Je pense à Bob Harrison, à Pat Martel, à John McGale et à Roger Belval, qu'on surnomme Oiseau. J'aurais été bien étonné que le taciturne Johnny Gravel accepte de nous accorder une entrevue. Je dirais même que ça aurait trop tranché avec le personnage que je m'imagine. Je préfère presque en fait que ce soit comme ça. Mais je tenais quand même à remercier Johnny Gravel, le plus fidèle compagnon de route et de scène de Jerry,
Johnny, on te souhaite la santé. Tu resteras toujours pour moi le plus grand guitariste québécois. Mes pensées chaleureuses se tournent aussi vers la famille de Jerry, son épouse Françoise, ses filles Marianne et Julie, son fils Justin. Merci de partager avec nous le mari et le père que vous avez aimé. Parlant de famille, je vous laisse en compagnie de celui qui a été le premier à entrevoir le musicien exceptionnel que deviendrait Jerry. C'est le premier à nous avoir ouvert sa porte. C'est lui qui a vu Gérald se transformer en Jerry. Je parle bien sûr de son grand frère, Denis. Mon frère, d'un coup, j'avais arrêté de faire de la musique. Et puis, il m'avait dit, le vieux, un jour, tu vas être fier de moi. J'avais répondu, je suis déjà fier de toi. Il avait joué ici à Sainte-Geneviève-de-Vatican, son avant-dernier show, son dernier show. C'était lui tout seul, là. Et puis, j'étais chaud aussi. Parce que je savais qu'il s'en allait, il était malade, tu savais tout ça. Et puis, j'ai été pour le voir en arrière backstage, tu sais. Fait que c'est bon, sûr, il a dit, non, monsieur, non. Il dit, il n'y en a pas un hostie ici, tu vas m'empêcher de rentrer, vous avez compris, câlisse? Il m'a entendu. Il dit, laissez-le rentrer, c'est mon frère. Puis après ça, quand on a fini le show, il s'est emmené avec moi, dehors. On s'est pris main dans la main. On sautillait, tu sais, quand on était enfant, je sais pas vous autres, vous avez déjà fait ça, mais quand moi j'étais enfant, on sautillait sur le trottoir, tu sais, comme des petits enfants, tu sais. On faisait ça jusqu'à l'année, je crois, dans mon char qu'on s'est en allé. Et c'est là qu'on s'est laissé. Un gros merci à tous ceux et celles qui ont accepté de nous raconter leur Jerry à eux. Merci à Denis Boulet, Stéphane Venn, Pierre Harel, Pierre Huet, Breen Leboeuf, Marc Desjardins, Marjo et Denise Boucher. Merci aussi à Lucille Veilleux de nous avoir mis en tête l'image d'un Jerry qui chante du passe-partout. On va s'en souvenir longtemps. Vous pouvez poursuivre ce rendez-vous doux en explorant le catalogue de Jerry Boulet ici, sur Cube Musique. OK, je vous présente mon équipe, mon band, Bastien Gagnon La France et Philippe Séguin. Je m'appelle Dominique Tardif. Je pourrais pas te le dire assez souvent, mon Jerry. Merci! Jerry Boulet, Animal Musical, est une exclusivité Cube Musique.